Mesdames, Messieurs les administrateurs, chers amis, je vous appelle chers amis parce que j'ai beaucoup d'amis autour de la table. Encore une fois, bonjour à tous et Eid Mubarak. D'abord, comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir de prendre part, même par visio, aujourd'hui parmi vous. Et j'aurais aimé évidemment être devant vous physiquement pour que notre échange sur le plan de la relance post-crise en ces moments exceptionnels soit plus interactif et plus intense. Quand je parle de moments exceptionnels, je voudrais juste rappeler qu'il y a encore quelques semaines, qui aurait cru qu'un corps aussi microscopique allait être à l'origine d'une crise sanitaire et d'une pandémie mondiale aussi inédite. Et avant de développer quelques sujets ou quelques points sur la relance de notre économie, je voudrais juste rappeler quelques évidences, et en tout cas, il y en a une qui caractérise cette crise. C'est que s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est qu'il faut être modeste par rapport à ce qui se passe autour de nous, notamment sur le plan sanitaire. Il faut être modeste parce que dans ce domaine, la seule certitude dans cette pandémie, c'est qu'il n'y en a vraiment aucune pour l'instant. On ne sait pas à ce jour comment va évoluer la pandémie, on ne sait pas s'il y aura ou non une deuxième vague, on ne sait pas quel est le véritable traitement approprié à administrer aux patients aux différents stades de l'évolution de la maladie. Et je crois que la dernière polémique sur la chloroquine est un exemple patent. Dans ce contexte d'incertitude et de doute, notre pays, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a réagi, comme vous le savez, avec détermination et diligence. Il a été créé très tôt, sous l'impulsion de notre souverain, un fonds de gestion de la pandémie qui a été créé plus exactement le 16 mars dernier. Il a pu collecter à ce jour 23 milliards de dirhams de dons, auxquels le budget de l'État a participé en plus pour 10 milliards de dirhams, soit 33 milliards de dirhams au total. Et je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est donnée là pour remercier toutes les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont généreusement contribué dans ce fonds et qui ont montré un haut sens de la responsabilité, de la solidarité et de la citoyenneté en ces temps difficiles. Alors, on parlait d'incertitude, mais il y a une chose qui est certaine, en revanche, dans cette crise, c'est que les mesures engagées par les États à travers le monde ont engendré, et ça c'est certain, une crise économique et sociale planétaire, sans précédent. Pour donner quelques chiffres et planter le décor de cette intervention, moins 8% de croissance en 2020 pour l'Union européenne, 33 millions de chômeurs aux États-Unis en 7 semaines, après une période euphorique, comme vous le savez, de plein emploi. Alors, chez nous, au Maroc, je commencerai par donner quelques éléments. D'abord, une forte pression sur la balance de paiement, c'est-à-dire sur nos stocks de devises. Et c'est un point fondamental auquel il fallait adresser rapidement, du fait évidemment de décisions qui ne dépendent pas de nous, qui sont prises par nos partenaires économiques. Et puis, il y a des décisions qui sont de notre fait, évidemment, comme la fermeture de l'espace aérien ou ses conséquences bien connues aujourd'hui sur l'industrie du tourisme et toutes les activités qui s'y rattachent. Il fallait agir vite, nous l'avons fait, et à ce jour, nous avons près de 4 milliards de dollars qui ont été mobilisés pour être injectés et renforcer notre balance des paiements. Sur le plan macroéconomique, globalement, nous avons, et je l'ai déjà annoncé par ailleurs, nous avons globalement une perte de 1 milliard de dirhams de création de valeur ajoutée par jour de confinement. Nous avons également un manque à gagner de près de 500 millions de dirhams de recettes pour le Trésor par jour de confinement. Alors, en même temps qu'il y a une diminution que nous constatons de nos ressources et des ressources de l'État, il y a également une baisse prévisible forte de tout ce qui concerne l'impôt sur les sociétés en 2021, du fait de l'état de dégradation de la santé financière de beaucoup d'entreprises cette année. Nous avons en même temps, je disais, une grosse pression sur les dépenses publiques. Il s'agit des dépenses liées notamment pour soutenir l'économie de manière générale,
pour soutenir les établissements et entreprises publiques qui sont dans le giron de l'État, mais également pour, comme vous le savez également, pour aider les ménages qui ont été privés du fait du confinement sanitaire de leurs revenus. Alors, ces aides sociales, pour rappel, ont consisté à accompagner près d'1 million de salariés affiliés à la CNSS. On peut dire globalement un salarié sur 3 en arrêt de travail, 2 entreprises sur 3 se sont déclarées en difficulté. Plus également de 5 millions de ménages du secteur informel ont reçu des aides provisoires sur la base de leur déclaration, leur permettant évidemment de rester dignes et de respecter le confinement. Donc, avant de parler de la relance économique post-Covid, je voudrais d'abord vous remercier, CGEM, pour l'implication exemplaire dans les travaux du comité de veille économique depuis son installation et pour l'esprit constructif qui a marqué notre coopération pour pouvoir agir dans des délais relativement courts et prendre des décisions importantes qui ont impacté de façon déterminante la situation des entreprises, mais également des salariés. Je voudrais particulièrement donc, féliciter Shakib Lahej, Justine Mehdi Tazi pour leur mobilisation exceptionnelle depuis le début de cette crise et plus spécifiquement pour le travail qui a été accompli récemment pour consolider tous les plans sectoriels qui ont été proposés par les différentes fédérations relevant de la CGE. Alors, pour revenir aux actions ou aux mesures, comme vous savez, l'approche du comité de veille économique, CVE par abréviation, pour préparer la sortie de cette crise ou pour l'accompagner, nous avons travaillé sur les fameux 3 R, résister, redémarrer et relancer. Je voudrais également rajouter tout de suite le 4e R qui me semble extrêmement important maintenant que nous parlons de relance, qui est celui de la réadaptation de notre économie au monde de l'après-Covid. Alors, pour la première phase, qui consiste à résister, je ne voudrais pas, évidemment, vous abreuver des mesures qui ont déjà été prises ou qui ont fait l'objet d'une large communication. Je rappellerai juste quelques-unes qui me semblent importantes et qui versent pour l'essentiel dans l'allègement des charges de fonctionnement et qui pèsent sur la trésorerie des entreprises qui souffrent dans cette période. D'abord, ça consiste en la suspension des charges sociales, le report des échéances de crédit. 420 000 dossiers ont été traités par le système bancaire pour les reports des échéances de crédit et évidemment le report des déclarations fiscales jusqu'à la fin juin. L'exonération de l'impôt sur les revenus pour l'indemnité versée par l'entreprise en difficulté sous forme d'aide à la famille, plafonnée à 50% du salaire net. Le produit phare qu'on appelle Daman Oxygène, qui est un crédit additionnel garanti par l'État à 95%, avec un taux d'intérêt de 4% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions de dirhams. Les chiffres qui ont été enregistrés et qu'on m'a communiqué ce matin, c'est qu'il y a un peu plus de 20 000 sociétés qui ont bénéficié de ce crédit et pour un montant global de près de 12 milliards de dirhams. Alors, pour dire tout cela de façon un peu ramassée, c'est qu'on peut dire que l'ensemble ou la conjonction de ces mesures a permis d'atténuer de façon importante l'impact des mesures de confinement et de la baisse des activités de certaines entreprises de façon extrêmement importante. Alors, la deuxième phase, celle que nous vivons depuis, on peut l'appeler depuis le début de cette semaine, c'est un retour progressif des différents secteurs à l'exercice de leurs activités. On peut dire qu'il a commencé et je ne peux donc à ce stade que insister lourdement encore sur le strict respect des normes sanitaires, des mesures barrières dans les lieux de travail, des mesures qui sont d'ailleurs déclinées dans les guides élaborés par la CGEM. Comme vous le savez, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc a placé la santé des citoyens au rang des priorités et ce qui nous interpelle pour être extrêmement méticuleux dans l'application de ces mesures. Toutes les dispositions requises donc, pour faciliter le déplacement des employés aussi, y compris entre les villes, ont été prises au début de cette semaine pour que le redémarrage se déroule dans de bonnes conditions. Alors, j'en arrive au point qui nous intéresse, à savoir la relance de l'économie
d'abord 3 leçons qui me semblent intéressantes à tirer d'actions qui ont été engagées jusqu'alors. Premièrement, le rôle central de l'État durant cette crise et le retour de confiance dans les institutions. Je crois que c'est un des points qui mérite d'être relevé durant les 2 ou 3 mois qui ont marqué cette crise. 2, le poids important de l'informel dans notre économie. Et en même temps, la fragilité structurelle de larges couches sociales de notre société et qui travaillent, et parallèlement évidemment à l'absence de filets sociaux pour pratiquement les 2 tiers de nos concitoyens. Et le 3e point que je voudrais souligner, c'est la rapidité de déploiement des plateformes digitales, mais surtout la rapidité avec laquelle une grande partie de la population a pu les assimiler avec beaucoup d'aisance, et ce, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les actions à mener? On peut distinguer, je dirais, dans les actions urgentes dans le cadre de cette relance post-crise, on peut distinguer 2 catégories d'actions. D'abord, la première, c'est celle qui consiste à ce que l'économie reprenne progressivement sa vigueur et qui font engager évidemment immédiatement, et celle qu'il faut également engager tout de suite, mais dont les résultats ne seront perceptibles qu'à terme. Et le projet de loi de finances rectificative sur lequel nous sommes en ce moment en train de travailler ouvrira évidemment la voie à la mise en œuvre effective de toutes ces actions. Alors, pour rappel, le plan de relance présenté par la CGEM au dernier comité de veille économique a l'avantage d'une approche bottom-up. Il est né d'une agrégation donc, des plans sectoriels, mais également, et ça c'est un travail sur lequel on a œuvré ensemble, c'est une approche d'essayer de trouver des dénominateurs communs qui permettent une approche, autant que faire se peut, qu'elle soit la plus horizontale possible, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble des secteurs, chaque fois que cela évidemment est possible. Je ne reviendrai pas donc sur le contenu de ce plan, vous l'avez déjà eu certainement entre les mains, mais il constitue pour nous un référentiel extrêmement riche pour la préparation de nos actions futures. Il constitue également un outil de travail pour l'ensemble des secteurs, chacun évidemment par rapport aux spécificités qui le concernent. Pour ce qui est des actions à court terme, et évidemment sans être exhaustif, car ce serait probablement ennuyeux, je voudrais citer peut-être quelques-unes. Alors d'abord, ce qui a été retenu lors du dernier CVE, c'est la mise en place de crédits additionnels pour la relance de l'économie. Alors qui couvre évidemment les besoins en fonds de roulement des entreprises qui ont besoin de redémarrer, avec des garanties de l'État qui varient entre 80 et 90%. Et ces produits couvrent les entreprises, toutes catégories confondues, de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Et ça, c'est une exception. C'est la première fois que dans l'histoire du Maroc, on va garantir aussi bien la TPE que la grande entreprise. Je rappelle que la CCG, qui est l'outil public pour travailler là-dessus, s'arrêtait aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions de dirhams, alors que dans cette période exceptionnelle, donc on va plus loin. Même les quantités évidemment de garantie ont été relevées. Le taux d'intérêt qui a été capé à 4%, mais même si c'est un financement de trésorerie, le remboursement a été prévu pour qu'il puisse être étalé sur 7 ans avec 2 années de délai de grâce. Donc, c'est véritablement un outil qui, d'un côté, est garanti par l'État, d'autre part, il est traité comme une sorte de consolidation permettant à l'entreprise de repartir avec une durée de 7 ans pour souffler sur le plan de sa trésorerie. Nous avons également conçu, et là encore pour la première fois, des outils de garantie pour les établissements et entreprises publiques qui sont impactés par le Covid. Et donc, nous donnons une garantie à 100% aux banques pour qu'ils accompagnent les entreprises publiques qui ont besoin de liquidités durant cette période. Et la durée de remboursement a été alignée exactement sur celle qui est prévue pour les entreprises privées dont je viens de parler. C'est également le cas pour les mécanismes d'accompagnement des entreprises qui auraient besoin de renforcer leurs fonds propres. Vous savez qu'on a mis en place le Daman Oxygène, donc pour les entreprises qui avaient besoin de liquidité pendant cette période. On vient de parler de ces produits de relance. Donc tout ça, c'est des crédits
et l'accumulation des crédits fait que la situation financière des entreprises peut devenir déséquilibrée, donc ça peut aboutir à des problèmes de solvabilité. Donc la problématique des fonds propres va être posée et nous allons mettre en place donc des mécanismes pour accompagner évidemment ceux qui le souhaitent en matière de fonds propres ou de quasi-fonds propres, c'est-à-dire soit de la dette subordonnée, soit des augmentations de capital classiques, et des outils financiers seront prévus dans la loi de finances rectificative pour ce faire. Alors, l'autre point, c'est que sur lequel je suis passé rapidement, c'est que dans ces produits de relance, on insiste sur le fait de devoir payer ou régler les fournisseurs. Et donc, tout ça, c'est pour revenir à la problématique des délais de paiement que nous considérons comme une véritable plaie dans le corps de notre économie. Et je voudrais encore une fois souligner que ce sujet doit être traité avec toute l'énergie et la détermination nécessaires, car faut que toutes nos actions, ce que je peux dire, c'est que toutes nos actions n'auront pas d'effet ou seront vaines si ce problème persiste dans les mois à venir. Donc, j'appelle ici, à travers vous, donc toutes les grandes entreprises pour qu'elles accordent la priorité à ce sujet. Nous sommes prêts évidemment à les accompagner pour pouvoir le faire et mettre en place les outils pour fluidifier le fonctionnement de notre économie. Donc, pour ma part, je suis à l'écoute de toute proposition qui permettrait d'améliorer cette situation avant de proposer ce sur quoi on avait discuté dans l'Observatoire des délais de paiement, des paiements, à savoir une loi assortie de sanctions. On peut enfin citer certaines mesures spécifiques aux secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme ou les branches connexes à ce secteur. L'investissement public sera renforcé et devra s'appuyer sur des mécanismes innovants en matière de financement, les partenariats publics-privés pour lesquels une loi vient d'être adoptée, la création de fonds dédiés et j'en passe. Et parce que l'investissement public directement par le budget ou par le trésor ne peut pas aller très loin. Et par conséquent, nous sommes obligés de faire preuve d'imagination pour qu'on puisse renforcer ces investissements et qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le fait de retrouver une croissance forte. Le choix des investissements se fera en fonction de l'impact sur l'emploi, en particulier, et la préférence nationale pèsera dans les choix qui vont être faits dans les semaines et les mois à venir. Enfin, je dirais qu'il faudrait qu'on revienne sur la relance vigoureuse du programme Telaka, sur lequel nous avions travaillé ensemble. Nous nous sommes mobilisés avant l'avènement de cette pandémie. Et je rappelle que ce programme Telaka était évidemment lancé sous l'égide de Sa Majesté le Roi au début de cette année. Alors, d'autre part, on a un certain nombre de mesures relatives à l'amélioration de l'environnement qui devraient être initiées rapidement. Encore une fois, cette crise ne devrait pas être gâchée. Il faut qu'il y ait des ruptures positives fortes et que le rythme de conduite d'un certain nombre de réformes doit être accéléré. Et une des actions fortes qui pourrait être engagée et qui pourrait changer profondément la structure et la performance de notre économie, elle est liée à la façon avec laquelle nous allons adresser la problématique de l'informel. Ce secteur, comme vous le savez, devrait être traité et accompagné dans ces deux dimensions économiques. On sait ce que représente le secteur informel dans l'économie, mais également sous l'angle social. Et j'ai rappelé tout à l'heure, au début de mon intervention, tout l'impact sur la dimension sociale de ce secteur, puisqu'on a presque 2 personnes sur 3 qui travaillent là-dedans. La simplification des procédures de l'administration et l'amélioration de la transparence dans ces relations passe par la digitalisation des process. Donc, l'administration numérique devra prendre une place importante et je présenterai dans quelques semaines un projet de loi sur l'administration numérique. Il viendra compléter les lois qui ont été déjà votées sur le choc des procédures, de simplification des procédures. Rappelez-vous de silence vaut accord, cette loi est déjà en vigueur, mais il y a quelques textes d'accompagnement qui sont en cours. Et enfin, la charte des services publics qui était évidemment annoncée dans la Constitution et qui vient d'être adoptée par le Parlement.
Alors, en même temps, on a les maux dont souffre notre économie, la sous-capitalisation des entreprises. Je crois que c'est un sujet auquel il faut qu'on accorde de l'importance parce que la croissance de nos entreprises et leur place dans l'économie dépendra de ce sujet. Il faut pouvoir renforcer les capitales des entreprises et la bonne gouvernance, c'est un sujet aussi qui doit être adressé. Alors, tous ces points que je viens d'évoquer pour aller de l'avant dans la relance de l'économie, on va essayer d'en reprendre l'essentiel dans un pacte sur lequel on s'est mis d'accord, qui a été annoncé par le président, un pacte pour la croissance et l'emploi. Le pacte, évidemment, qui doit associer l'État, le secteur privé, le système bancaire, les partenaires sociaux, doit pouvoir reprendre l'essentiel des principes dont je viens de parler. Mais pour être encore plus clair, c'est que l'État, à travers tous les outils qui sont mis en place et d'autres qu'on pourrait imaginer ensemble, accompagnera les entreprises qui s'engagent définitivement dans la voie de la transparence, de la bonne gouvernance et de la conformité sociale et fiscale. Celles qui sont partiellement ou totalement aujourd'hui, qui opèrent encore dans l'informel, auront la possibilité, on va leur ouvrir la possibilité d'apurer le passé et de se faire accompagner de manière adéquate pour l'avenir. Mais je pense qu'il faut qu'on en ait une conviction ensemble. C'est là la condition sine qua non pour qu'on puisse construire ensemble sur des bases saines et, comme je disais tout à l'heure, ne pas gâcher cette crise. Je dirais un mot peut-être sur la nécessaire adaptation de l'économie, de notre économie au monde post-Covid. Je ne vais évidemment pas m'étaler sur ce point. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans quelques semaines. Mais ce qui me semble se dessiner, sur lequel il y a aujourd'hui presque un consensus, c'est 4 points. D'abord, il faut investir dans l'homme et dans l'économie de l'homme, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Il faut encourager nos laboratoires pharmaceutiques, nos chercheurs dans ces domaines, produire nos vaccins et j'en passe. 2, il y a de formidables opportunités dans l'économie circulaire et l'énergie verte. La décarbonation ou décarbonisation de l'industrie sera de plus en plus un élément déterminant de la compétitivité. Donc, à l'inverse des produits dont l'empreinte carbone est élevée, et ces produits-là seront pénalisés par des taxes qui sont en cours de discussion et qui seront bientôt mises en œuvre par la majorité des pays occidentaux. Donc, il n'y a plus que le coût, il n'y aura plus que le coût qui est dans la balance, mais il y a également l'empreinte carbone et la manière avec laquelle on pollue. 3, l'économie numérique, qui est déjà prospère, mais elle occupera une place encore plus prépondérante dans la création de valeur, présentera de formidables opportunités pour nos jeunes. Et je pense que là encore, on peut se mettre ensemble pour lancer des produits encore plus encourageants pour que notre jeunesse puisse s'insérer dans cette économie numérique. Et quatrièmement, je voudrais dire que notre pays, à travers vous, il faudrait qu'il saisisse l'opportunité du changement de paradigme chez nos principaux partenaires, notamment européens, pour se positionner dans la nouvelle répartition des chaînes de valeur mondiales qui vise à réduire la dépendance de certains marchés asiatiques et à rapprocher la sous-traitance. Voilà un petit peu pour moi les 4 points qu'il faudrait prendre en charge dans le cadre de la réadaptation de notre économie à ce qui se passera demain autour de nous. Alors, pour terminer mon propos, je voudrais dire qu'après cette période d'hibernation économique, aujourd'hui, il faut se mettre debout. Il faut retrousser ses manches, il faut retrouver le chemin du travail et de la création de valeur. Et ce que je peux également vous dire, c'est que tout ce qui peut être fait par l'État le sera. Et ce qu'ensemble, nous devons contribuer à écrire une nouvelle page de l'économie marocaine, alors faisons en sorte que cette crise nous rende plus résilients et qu'on y trouve les ressorts pour rebondir plus fort dans l'intérêt de notre économie et de nos concitoyens, sous la conduite de Sa Majesté Ouben Soro. Et je vous remercie.